Bonjour à tous, nouvelle vidéo qu'on me demande assez souvent, c'est sur le retraitement des biocéramiques. Je pense que c'est un frein pour beaucoup de praticiens dans le passage à ce genre de ciment. Et on va voir ici que c'est pas particulièrement plus compliqué qu'autre chose. J'ai commencé à filmer parce que j'ai vu en retraitant que c'était des biocéramiques. Euh, on va commencer comme d'hab par l'analyse de scan avant de passer à la vidéo du cas clinique. Petite analyse du scan, du coup on se retrouve avec une dent qui a été plutôt bien traitée, des canaux qui ont été traités jusqu'à l'apex dans les trois racines, mais malgré tout avec des lésions apicales qu'on voit ici sur la racine distale et sur la racine mésiale, ce qui très probablement vient d'un manque de désinfection, mais aussi d'un manque de MV2 on va dire. Il y a le MV2 qui n'a pas été localisé. On voit qu'il a été cherché, parce qu'ici, on a un petit point qui a quasiment perforé la racine, mais qui ne l'a pas perforé a priori. Si on regarde sur cette vue-là, a priori, c'est pas perforé. Mais bon, ils ont quand même pas trouvé le canal, et ils partent en début de fausse route parce qu'ils sont partis un petit peu trop en distal. On suspecte le canal d'être ici. Et ça, c'est la direction qu'ils avaient pris. Pas loin, mais pas exactement au bon endroit. On sait qu'il y est parce que bien sûr, le MV1, quand on le regarde dans sa racine, il est complètement excentré, il n'y a pas de symétrie qui est respectée. Et même, a priori, on voit le canal ici. Donc le canal, si on le voit comme ça, aussi bien au scan, a priori, il devrait être de l'ordre de 80 microns ou plus. Donc il devrait être instrumentable assez facilement avec une lime 8. Qu'est-ce qu'on note d'autre? On note que le reste des canaux vont à l'apex, mais que malgré tout, on a une lésion sur la racine distale, ce qui tend à signifier que soit la désinfection a été mauvaise sur tout le traitement, soit les bactéries ont pu se déplacer un petit peu. Par ailleurs, on note ici, sur la racine palatine, qu'on a la présence d'un canal latéral qui semble obturé au ciment. Heureusement pour nous, c'est pas infecté, parce que sinon la désinfection serait beaucoup plus compliquée, parce que forcément moins bonne accessibilité à l'hypochlorite et à l'activation, et il faudrait idéalement instrumenter ce genre de canal, mais c'est super compliqué à faire. Donc heureusement pour nous, il n'y a pas de lésion a priori au CBCT sur cette racine palatine. Sinon le reste semble aller, a priori la limite de l'onlay est pas bien haute au-dessus du niveau osseux. Ça a l'air de le faire et ça a l'air d'être bien toléré pour le moment par là, c'est la gencive. Donc, en dehors de ça, ça a l'air d'être plutôt de la dentisterie propre qui a été pratiquée, mais on voit que parfois ça ne suffit pas malgré tout. Voilà. Du coup, on peut passer au cas clinique. J'ai déjà retiré la restauration et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à filmer parce que j'ai vu avec mes inserts qu'on avait affaire à un ciment biocéramique. Donc, on peut commencer à filmer. On va remarquer plusieurs choses. Déjà, j'ai commencé mon traitement. Là, on est en train de retraiter. Pour retraiter, je localise mes entrées avec un ED15 et je vais y rentrer en le faisant vibrer sans spray jusque là où il veut bien aller, histoire 1 de ramollir la gutta et 2 d'avoir plus tard mes instruments qui sont guidés dans le canal sur quelques millimètres, 5-6 millimètres au moins, histoire d'éviter les fausses routes, et ça m'évite pas mal de problèmes d'engagement des instruments dans la gutta. On va remarquer autre chose, je travaille et je n'ai pas fait de reconstitution préendodontique. C'est parfaitement volontaire parce que à ce stade-là, la reconstruction endodontique ne me sert à rien cliniquement. J'ai pas de fuite particulière, j'ai pas peur qu'il y ait de la salive qui rentre dans la dent ou autre. Mais par contre, elle me gênerait dans les axes que je peux utiliser pour instrumenter les canaux. Et 2, elle me gênerait dans la quantité de lumière qui arrive dans les canaux pour pouvoir visualiser ce que je suis en train de faire. Donc c'est beaucoup mieux, et c'est ce que je fais quasiment systématiquement, de faire la reconstitution pré-endodontique une fois qu'on a fini d'alléger les canaux. Bon, ceci étant dit, on va remarquer que pour instrumenter, j'utilise sur au moins 50% du canal, en gros, j'utilise les inserts ED15 sans spray.
je suis guidé par la Guta, et seulement à ce moment-là, je vais commencer à mettre mes instruments rotatifs, et je passe directement avec une lime de mise en forme. Donc ici, c'est une 2504 de Fanta, et mon but, c'est de passer autour de la Guta, de bien essayer d'enrouler la Guta, parce qu'ici on avait une obturation au biocéramique, donc une obturation monocône, et en entourant la Guta comme ça, j'espère sortir le cône d'un bloc et laisser le moins de débris possible. Donc c'est une technique qui est un peu plus complexe à mettre en œuvre, parce qu'il faut être sûr d'avoir bien fait le tour de la Guta un peu partout avec notre instrument. Il ne s'agit pas de rentrer en force au milieu de la Guta. On essaye vraiment de passer, de frotter les parois autour de la Guta sans descendre beaucoup apicalement et en faisant bien le tour. On voit ici qu'en distal, j'ai un peu plus de mal à le faire pour le coup. Je vais y arriver un peu, mais en fait, pas complètement. On en reparlera après. Et ensuite, on va passer au palatin. Sur le palatin, ça se passe un peu mieux. Donc, ce que je fais avec les inserts, si jamais avec la lime, j'y arrive pas, c'est que je viens décoller au moins faire une marque tout autour de la Guta avec mes inserts, histoire de réussir à passer ma lime tout autour et décoller la Guta au moins dans sa portion la plus coronaire, pour permettre à la lime de venir longer la paroi autour. Donc là, on voit que je suis en train de faire le tour d'un côté, et puis après je fais le tour je vais aller jusqu'à l'apex de l'autre. Et on va laisser la Guta au bout d'un moment s'enrouler toute seule en fait. C'est ma lime qui tourne toute seule, j'ai pas besoin de forcer, elle va tourner autour de la Guta. C'est une bonne technique à utiliser assez fréquemment quand vous voyez que c'est une obturation monocône. Vous pouvez tenter même si c'est une obturation à chaud, mais ça marchera en général beaucoup moins bien. Et j'essaye d'enrouler ma Guta, ma lime autour de la Guta, mais en fait c'est la Guta qui s'enroule autour de ma lime. Une fois que j'ai créé assez d'espace, voilà, comme ça. Et donc je force pas, je reste en place, et petit à petit ma lime est un petit peu aspirée, et de deux, petit à petit la Guta remonte. C'est ce qui va me permettre d'avoir des canaux plutôt très propres, et bien souvent de tirer des cônes s'ils dépassent de l'apex ou autre, ça va permettre de les faire remonter. Voilà, très utile. Ensuite un gros coup de spray pour chasser tout ça. Voilà. Donc vous voyez, on a le cône qui est quasiment entier quand on utilise cette technique. C'est plutôt pas mal. Alors forcément de temps en temps il y a des couacs. Vous avez le même principe, c'est les désobturations avec le XP Shaper. Ça donne à peu près le même résultat. Peut-être un peu meilleur d'ailleurs avec les XP Shaper, mais au prix où les vend Actéon, c'est très compliqué de les utiliser en pratique en France. Ils sont beaucoup trop chers pour la France. On essaye de bien gratter les parois avec les ultrasons jusque là où ils veulent bien aller. Donc c'est toujours un ED15 à sous-spray cette fois. Le but étant de décrocher tout le ciment qui pourrait être collé contre la paroi. Là, je viens de pointer. Ce que je viens de voir, c'est qu'il y a une petite carie a priori en distal que je n'avais pas aperçue au scan. Et donc, je me suis fait une petite note mentale pour y retourner plus tard. Maintenant, on va chercher le MV2. Donc le MV2, il est dans ce petit trait blanc qu'on vient de voir. Voilà, que je pointe ici. Il est dans le trait blanc, c'est l'isthme ça. Ça c'est un isthme, a priori il est à l'endroit le plus large, donc à l'arrière, là où je l'avais marqué. Mais souvent le MV2 démarre avec une courbure assez forte en direction vestibulaire et en direction mésiale. Voilà. Ça, le point blanc, c'est là qu'ils avaient cherché le canal sans le trouver. Heureusement, ils n'ont pas perforé. Donc là, je prends une lime 6 montée sur le moteur dont on avait parlé, une espèce de gyromatique pour lime manuelle, qui fait un mouvement 60-60. Donc c'est une lime 6 C-pilote, toujours. Et on voit que tout de suite, on rentre dedans, mais on avait vu au scan qu'a priori, il était plutôt large, autour de 80 microns, donc avec une lime 6, normalement, je devrais avancer quand même pas mal, et quasiment à l'apex d'un coup. Voilà. J'ai estimé à peu près la longueur de la dent au CBCT,
Et donc je sais qu'on est à peu près de l'ordre de 17-18 mm. C'est jamais extrêmement précis, surtout que les repères changent entre la dent avec restauration et sans restauration. Mais a priori on est autour de 17-18. Directement là, une fois que j'ai passé ma lime, je vais passer une 1302 de Fanta toujours. C'est une lime de cathétérisme rotatif. Et là, on vient de l'avoir faire demi-tour. C'est qu'on est arrivé à l'apex. Voilà, pas plus compliqué que ça. Il suffit d'avoir bien lu le scan et de bien comprendre ces histoires d'isthmes. Enfin, les isthmes, on appelle ça des isthmes, mais en fait, ça s'appelle des lignes de fusion développementale. Donc, c'est au bout de ces lignes-là, on va continuer à les appeler isthmes, c'est au bout de ces isthmes-là que vous allez trouver les canaux. Toujours. C'est-à-dire qu'il y aura toujours un canal de chaque côté de cet isthme. Voilà. Bon, le canal peut être plus ou moins large et plus ou moins facile à traiter. En l'occurrence, on a vu au scan que là, c'était pas particulièrement complexe. Donc voilà. Là, je m'occupe de la petite carie que j'ai repérée tout à l'heure. On va s'en occuper gentiment. Toujours à traiter avant le protocole au moins de désinfection finale, histoire que si vous poussiez des bactéries, elles n'aient pas le temps de faire grand chose et que vous les rinciez immédiatement dans votre protocole d'irrigation finale. Et on évite de soigner des dents ou de désinfecter des dents à côté de caries parce que ça marche assez mal. Voilà. Donc on s'assure d'être vraiment propre et dès que vous avez décidé de faire de l'endo ou du retraitement endo, vous allez jusqu'à la dentine blanche et dure. On veut de la dentine qui soit complètement blanche, complètement dure, pas ferme. Ça veut dire que dure, en gros, vous prenez votre sonde, si elle laisse pas de traces, c'est que c'est bien. Si vous faites glisser votre sonde et que ça laisse pas de traces, a priori vous êtes ok. Si vous laissez une trace, c'est que vous êtes sur de la dentine ferme. Si vous laissez une petite rainure, c'est que vous êtes sur de la dentine ferme qui peut quand même contenir des bactéries. Je vous conseille de l'enlever et de retomber sur de la dentine vraiment blanche et très saine. Voilà. Dans le cas où on fait de l'endo. Si on fait une excavation carieuse classique, bon, on en parlera une autre fois. Là, on a mis notre matrice. Ça allait pas. C'est des matrices Apis normalement, mais je me sers pas du Apis parce que j'ai pas besoin de recréer un point de contact. Là, je veux juste une étanchéité. Je veux quelque chose de très étanche. Donc, j'ai juste mon coin de bois. J'ai coupé les deux morceaux qui servent normalement à accrocher la pince Apis parce que, en l'occurrence, ils me servent à rien et ils me gênaient avec le clamp. Les clamps que vous voyez là, en général, c'est des B3 et des B2. C'est très 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 utile. C'est les clamps que j'utilise dans 80% des cas. Parce que c'est des molaires. Mais c'est très très utile comme clamp et ça permet de clamper des choses qui sont même infragingivales sans problème. Voilà. Donc là, j'ai accéléré un peu le process parce que sinon, la vidéo aurait duré beaucoup trop longtemps. Donc, on met notre bonde, on polymérise. Voilà. Le compo, génial injectable. Comme d'hab, on reconstitue la paroi et on essaye d'occuper pas mal de dentines pour que le collage soit meilleur qu'après le passage de l'hypochlorite. Voilà. Donc je viens maintenir la matrice histoire d'avoir moins à polir à la fin. J'ai pas besoin de recréer un beau point de contact, j'ai même pas besoin de recréer un point de contact du tout puisque la praticienne qui m'a adressé le cas va s'occuper de la restauration coronaire de la dent. Moi ce que je veux aujourd'hui c'est avoir une RCP qui va être étanche de suite et dont la praticienne pourra se servir pour sa restauration coronaire définitive. Là, on va mettre un petit coup de laser. Bon, j'ai accéléré pas mal, pareil. En gros, on met 3 minutes, 1 minute de DTA, 2 minutes d'hypochlorite en général. Un des signes les plus intéressants que je trouve, c'est d'obtenir un saignement lors de ce genre d'activation au laser. Donc c'est le photona, c'est l'activation par sweeps, c'est à ça que ça ressemble. Donc là, on avait fait le DTA, on passe à l'hypochlorite et on va voir qu'assez rapidement, on va obtenir un saignement. On va voir que l'hypochlorite va se colorer de rouge.
Et c'est une bonne chose. Je sais que les saignements inquiètent lors de vos traitements parce que souvent ça veut dire que vous avez dépassé avec votre hypochlorite. Mais quand on utilise le laser ou le EDI ou autre, ça a tendance à saigner un petit peu et j'aime autant qu'il y ait du sang au bout de mon apex plutôt qu'une lésion infectieuse avec du pus à l'intérieur. On aime bien le sang en chirurgie, je vois pas pourquoi on l'aimerait pas en endo. Bien sûr, faut pas irriguer à fond avec de l'hypochlorite et faire des gros dépassements. Mais ce genre de petits saignements là, comme ça, quelques gouttes au milieu de l'hypochlorite, c'est plutôt un très bon signe. Voilà. Donc on voit que ça saigne. Ça saigne pas à grande goutte, mais voilà, ça m'a fait un coagulum. On a attendu 5 minutes entre ce... On a coupé au montage. Donc ça a fait un coagulum. Pour enlever ce coagulum, on va remettre un petit coup d'hypo. Et ensuite, on va l'enlever au EDI. Voilà, on vient tout enlever au EDI. Ensuite, on va rincer un petit coup à l'hypochlorite. Et normalement, ça saigne plus et on est bon. Voilà. Hop. Ok. Donc voilà, tout beau, tout propre. On vient rincer un petit coup. Voilà. Et ensuite, on va tout aspirer. Donc, on rince un petit coup. C'était méchant. Là, il y a encore un petit saignement, mais dès qu'on va aspirer, ça sera bien. Voilà. On aspire bien partout. Voilà, on voit bien que ça saigne encore un petit poil à l'apex. Rien de fou, ça remplit pas les canaux, c'est pas quelque chose qui va pouvoir diluer notre bioroute. C'est pas la peine d'insister plus que ça. Ça suffit largement comme hémostase. Voilà, une dent belle et propre. Et ben non, comme je vous l'ai dit, on avait un peu raté la technique sur le distal. Et on voit tout de suite que ça peut être très galère d'aller enlever de la gutta qu'on voit à l'apex. Ce que vous venez de voir là juste avant, donc j'ai accéléré encore le passage. J'essaye de décrocher la gutta qui est collée contre la paroi. Ça peut être très chiant à faire, mais c'est pas quelque chose qui est lié au biocéramique, c'est quelque chose qui est lié à nos techniques d'obturation qui sont pas idéales et qui permettent pas le retraitement le plus aisé du monde. Donc là, je prends une lime 15 sur endo handle et je vais essayer de décrocher ce petit morceau de gutta. On va voir qu'il est pas si petit au final. On vient essayer de le décrocher. J'y arrive pas. Donc là, je prends une endo handle. On insiste encore. Il veut pas remonter. Il m'embête un petit peu. On voit qu'il bouge. Et là, je demande à mon assistante de venir vibrer l'endo handle et j'essaye de passer autour du morceau de gutta et de le faire remonter. J'ai arrêté d'accélérer pour vous le montrer qui sort. Voilà, c'était ce morceau-là. C'était pas si petit que ça. Mais là, par acquis de conscience, je vais quand même redésinfecter un petit coup et réactiver OED seulement. C'est pas la peine de remettre un coup de laser pour une surface aussi faible. Mais quand même, voilà, c'est pas quelque chose qui est génial et c'est quelque chose qui est malheureusement très fréquent lors des retraitements, que ce soit des biocéramiques ou autre chose. Et sans microscope, à mon avis, c'est peut être très très compliqué d'aller récupérer ce genre de petits morceaux de gutta. Donc on réactive tout gentiment au EDI. Et puis ensuite, on va pouvoir sécher de nouveau pour obturer. Voilà. Bon, rien de folichon, mais c'est parfois vraiment embêtant ces petits morceaux de gutta. Et parfois, je passe beaucoup plus de temps à essayer d'aller chercher tout le ciment, toute la gutta qui peut se trouver au fond des canaux. Je passe bien plus de temps qu'à faire le traitement classique, on pourrait dire. Donc voilà ce que ça nous donne. On sèche bien tout. Alors c'est un peu galère parce qu'on a préparé seulement en 1302 le MV2. C'est pas bien épais. Donc on essaye de bien tout sécher tranquillement avec de tout aspirer en tout cas avec notre Iriflex. Je mets mon bioroute au lentulo comme d'hab. Je vous ai accéléré la séquence parce que ça n'a pas plus d'intérêt que d'autres fois. Là je rentre pas particulièrement loin dans le MV2 avec le lentulo, mais c'est pas grave, on va pousser tout ça avec le cône. Et là, le palatin. Donc, voilà, nos cônes.
On va faire comme d'habitude toujours une radio cône en place, et là on voit que le MV2 est très très fin par rapport aux autres canaux. A priori les autres, il n'y a pas de dépassement, c'est tout ce qu'on veut, j'ai pas besoin de plus. Et maintenant on va couper les cônes à l'insert, ED15 comme d'hab. On coupe, je coupe un peu haut, surtout les canaux qui sont plus larges que mon cône. Typiquement le Palatin, on est en 35,04 sur le cône, mais il est beaucoup plus large que ça, il a une tonicité bien supérieure. Donc on coupe un peu plus haut histoire d'avoir de la gutta à pouvoir chauffer et à tasser. Je tasse tout avec un fouloir classique. Et ensuite, un point sur lequel on n'insiste pas suffisamment, je trouve, je vais passer pas mal de temps à nettoyer la chambre et à enlever toute la gutta qui serait au-dessus de mes canaux. Je veux vraiment que la gutta reste seulement dans les canaux, quitte à perdre 4-5 minutes, juste pour être sûr que tout est bien beau, bien propre. L'idée étant qu'on veut maximiser la surface de collage et surtout maximiser l'étanchéité au niveau des entrées canalaires. Et le meilleur matériau d'obturation qu'on ait n'est ni la biocérame, ni la gutta, ni la gutta chaude, ni tout ce qu'on veut. Notre meilleur matériau d'obturation et d'étanchéité à ce jour reste le composite. Donc si on veut maximiser l'étanchéité, il faut que le composite aille jusque dans les entrées canalaires. Là, on vient pignoler tout ça. Je le fais à l'insert tranquillement. Et après, on aura juste à rincer la chambre pour avoir quelque chose de très propre. Parce qu'on obture au biocérame, justement. C'est beaucoup plus simple de nettoyer une chambre qui a été obturée au biocérame que de nettoyer une chambre qui avait été obturée, dont les canaux avaient été obturés avec des autres ciments, typiquement les résineux. Ça peut être particulièrement complexe à nettoyer et souvent il faut sabler la chambre. Là, j'ai juste à rincer, comme on le voit ici. Voilà, tout beau, tout propre. Et on voit le protocole de collage. Je l'ai vraiment accéléré celui-là parce qu'il a strictement aucun intérêt. Donc on met du bond. Ensuite, on vient sécher, polymériser, appliquer du compo. Rien de fou, plusieurs étapes. C'est toujours le génial injectable. On polymérise, voilà. On 2-3 fois, c'est très bien. Polymérise. Et voilà, on arrive au bout de ce traitement. On va juste vous montrer la radio finale. Encore une fois, le point de contact, c'est loin d'être un de mes soucis. On a une radio finale qui est plutôt jolie, un traitement qui a été plutôt bien mené, peut-être un poil long dans le distal, et voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous servira. Merci d'avoir regardé la vidéo et peut-être que ça vous fera réfléchir sur les ciments biocéramiques et les a priori qu'on a dessus.